M. Malik, vous semblez ne pas être d'accord sur un certain nombre de choses, notamment par rapport aux acteurs du contenu local, lorsqu'il a parlé de DRH et autres. Non, le débat n'est pas là-dessus, c'est pas un débat, il ne fait que citer les acteurs du contenu local sont connus, c'est l'État, c'est le secteur privé, c'est les fournisseurs, c'est la main-d'œuvre locale, c'est les entreprises, les firmes transnationales, mais aussi les partenaires techniques et financiers. Donc voilà, je pense que c'est cet environnement, cet écosystème, il a bien dit, fonde ce qu'on appelle ici les différents acteurs du secteur, les différents acteurs du contenu local. Mais la question que moi je me pose, c'est au niveau de l'appropriation de la loi. Il ne s'agit pas d'autorité de fixer dans la loi des quotas et s'attendre à ce que cela soit répercuté de manière automatique. Alors, parce comment que ça se passe? la loi est une chose, la réglementation est une chose, mais l'applicabilité de la réglementation est posée. En est une autre. En est une autre, parce que tout simplement, on est devant la réalité, devant l'irréductibilité de certaines situations qui sont irréductibles. C'est le fait, par exemple, qu'on n'ait pas de compétences locales, par exemple, pour couvrir un tel poste au sein de la compagnie. Quel est le dispositif qu'on met en place alors pour pouvoir gérer ce qu'on appelle ce vide juridique là-dessus? Voilà la question. On dit 30% d'embauche, d'autorité. Mais si on n'atteint pas les 30% d'embauche, parce que tout simplement, il est avéré que dans le répertoire national des métiers, c'est un secteur en tension sur le plan éducatif, ou bien aucune compétence qui ne répond à ces critères, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que la loi du contenu local sera respectée? Ah oui, bien sûr. Est-ce qu'elle sera... Non, je pose une question factuelle. Je pose une question factuelle devant laquelle... Non, mais vous répondez factuellement, mais c'est-à-dire ça relève totalement d'une certaine forme de polémisme. Je ne suis pas dans ça, je pose des problèmes concrets. Des problèmes concrets pour servir la collectivité, pour ouvrir le débat. Pour ouvrir le débat, c'est la question. Parce que l'une des questions qui se pose aujourd'hui, c'est la question de la compétence. La compétence à la fois de notre main-d'œuvre et aussi de la compétence de nos entreprises. Comment fait-on pour que les quotas, les prescriptions de résultats contenus dans les lois du contenu local soient effectivement appliquées sur le terrain? C'est tout l'enjeu de la politique nationale. C'est pourquoi la question de la politique nationale doit être accompagnée de d'autres dispositifs nationaux, parce que la politique du contenu local, ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas la fin dernière de toutes les politiques. Il faudrait regarder à côté d'autres politiques nationales et créer ce qu'on appelle des formes de synergie, afin que l'écosystème c'est-à-dire du contenu local intègre ce qu'on appelle ici les systèmes de formation qui sont déjà mis en place pour pouvoir répondre par exemple à la demande qui est posée. C'est pourquoi l'État a mis en place une sorte de bourse de sous-traitance. La bourse de sous-traitance, c'est une instance qui permet de créer une base de données des PME locales pour pouvoir les permettre quelque part d'accéder, parce qu'il y a un problème d'information, ça règle déjà le problème d'information. On essaie de les former, ces PME, sur la base des programmes qui sont faits avec la Banque mondiale, à travers le programme d'appui aux PME, à travers le programme d'appui de renforcement technique qui sont à l'œuvre, et c'est très bien. Et c'est très bien, ces types de dispositifs permettent justement de résorber le hiatus qui peut exister entre ce qu'on appelle ici les prescriptions telles que la loi les définit et la réalité en tant que telle. Voilà. L'autre question majeure, c'est la question du transfert des technologies. Le transfert des technologies, comment cela s'opère dans le contexte actuel? Comment cela s'opère? Comment le mécanisme s'opère? Quelqu'un peut me le dire? Non, personne. Parce que tout simplement, il n'y a pas un dispositif spécifique à cela. Parce que tout simplement, le système de formation est totalement déconnecté du système, quelque part, disons, de cette loi de contenu local. Si on écoute parce que tout simplement, Touré, on va absolument rien faire. Il va finir. Je pose des questions précises. Vous allez réagir. On restera dans le statu quo parce qu'il brandit toujours un dispositif. S'il n'y a pas ça, on fait quoi? Non, s'il n'y a pas ça, il y a la loi prévu quelque chose. Oui, allez-y, M. Touré, allez-y. Qu'est-ce que la loi aurait prévu? Allez-y, continuez sur votre raison. Je pose des questions. Très bien, je vois. Par esprit polémique. C'est pas par esprit polémique. Qu'est-ce que la loi prévoit pour pouvoir permettre le transfert de technologie dans l'état actuel des choses? Très bien. Non, mais vous parlez de mécanisme. On n'en pas dans la théorie. Tu dis un dispositif, une politique qui existe et qui est corrélée à cela. La loi dit que quand on veut créer une nouvelle entreprise, que le personnel de direction doit comporter au moins 30%
de Guinéens dans le DRH. Maintenant, M. Touré nous dit, mais s'il n'y a pas de DRH compétent, disponible sur le marché, qu'est-ce que nous faisons? Ce que nous faisons, alors nous allons chercher ce DRH. C'est ça d'ailleurs l'objectif de cette loi. Elle est contraignante. C'est pour vous pousser à aller trouver ce DRH. Si vous ne le trouvez pas en Guinée, vous le trouverez à l'international. Si vous ne le trouvez pas à l'international, c'est plus du contenu parce local. que c'est un Guinéen qui est à l'international qu'on peut ramener dans notre pays pour venir prendre un poste. Et si, troisièmement, vous ne le trouvez pas en Guinée, vous ne le trouvez pas à l'international, vous devez en chercher quelqu'un ici et mettre en place un mécanisme contraignant pour le former. C'est tout l'objectif de la loi sur le contenu local. Ce n'est pas une loi qui est venue pour caresser les entreprises. C'est une loi intrusive et qui a un caractère contraignant. Donc, si on écoute M. Touré, on restera comme ça. Quittons la polémique. Si je vais poser une question précise. Je vais revenir. Je vais y arriver. Je vais poser une question précise à laquelle il n'a pas de réponse. Je vais y arriver. Je vais y arriver. À laquelle il n'a pas de réponse. Parce que tout simplement, il est dans un esprit polémique. Moi, ce que j'essaie de soulever, ce sont les vulnérabilités de la loi devant ce qu'on appelle son applicabilité. La réglementation, parce que c'est un problème majeur pour les entreprises. C'est un problème majeur. L'applicabilité de la loi. Il faudrait que la réglementation soit claire. La réglementation soit claire pour que les entreprises, parce que c'est la réglementation qui fait ce qu'on appelle les règles du jeu. Et en économie libérale, les règles du jeu, c'est la matrice. C'est la matrice de la croissance. Parce que quand les règles du jeu ne sont pas claires pour les entreprises, ça crée ce qu'on appelle ici un climat d'insécurité juridique qui fait que c'est la porte ouverte à tout. D'accord. Très bien. Le second élément, parlant des mécanismes, parce qu'il faut être aussi à la fois pour soulever les problèmes, mais aussi à la fois faire des propositions précises. Si je soulève une telle imperfection de la loi là-dessus, ce n'est pas en fait quelque chose que je dis en termes de critique. Je le dis parce que tout simplement, il faut y penser. Les politiques publiques doivent y remédier. Dans d'autres pays, ce qui se passe, et de manière satisfaisante, c'est que il y a ce qu'on appelle ici un virage qui est opéré au niveau de ce qu'on appelle ici de l'enseignement. Les programmes d'enseignement. Il y a un virage de la professionnalisation. Le virage de la professionnalisation, par exemple, il y a ce qu'on appelle des ERAM qui ont été construites ces dernières années, les écoles des métiers. Il faudrait que le contenu, le curricula des formations issues de ces ERAM puisse répondre à la demande qui sera opérée par les firmes transnationales, par exemple. Le bassin d'emploi qui va être créé autour de Simandou. Est-ce que le curricula de formation au sein de ces ERAM a intégré cela? C'est ça la question. Intégrer cela pour que les emplois qui seront créés dans ce domaine puissent réellement absorber les Guinéens. C'est pour ça que je plaide ouvertement au fait que la loi du contenu local crée ce qu'on appelle ici des opportunités. Encore faudrait-il que les politiques nationales qui ont été mises en place puissent aller dans le même sens afin de créer ce qu'on appelle ici un écosystème, c'est-à-dire viable et harmonieux. C'est ça tout le défi. C'est pourquoi les lois sur le contenu local sont des lois en fait du développement économique. Ok, allez-y. Les lois du contenu local sont des lois qui sont faites pour affirmer les choix pris par les gouvernements. Si on écoute M. Touré, on va attendre 5 ans avant d'avoir toute cette adéquation, ce couple formation-emploi. Mais en attendant, pour résoudre le problème maintenant et aujourd'hui, cette technique d'anticipation, elle est formidable, mais elle prendra du temps. En macroéconomique, les politiques publiques prennent du temps. Mais en attendant, pour résoudre le problème que nous avons maintenant, en attendant, nous, on a un problème sur le terrain maintenant. Pour résoudre ce problème maintenant et aujourd'hui, on met en place une loi sur le contenu local. Ça veut dire, pour assurer le transfert de technologie, les postes à forte base de technologie dans le secteur privé, nous devons les identifier et positionner tout de suite et maintenant des Guinéens pour occuper ces postes-là. Parce que si on attend ce couple, cette adéquation entre la formation et la profession, on attendra encore 5 ans. Mais en attendant, on peut contraindre les entreprises à identifier ces postes à forte valeur ajoutée de technologie et positionner tout de suite des Guinéens. Si on ne les trouve pas en Guinée, on les trouvera à l'international. Si on ne les trouve pas ni en Guinée ni à l'international, eh bien, il faudra les identifier. Nous sommes dans notre pays, il existe des cadres compétents dans ce pays qu'on devrait identifier, former afin d'occuper. Le gouvernement vient de faire quelque chose de très important dans notre pays. Le gouvernement a dit qu'il ne veut plus voir un directeur général étranger dans une banque de la place. Ça a été fait ou pas? Ça a été fait. Donc, quand le gouvernement décide de faire, si on devrait attendre qu'on forme des Guinéens pour occuper ces postes dans nos institutions d'enseignement, on aurait attendu 5 ans ou 6 ans. Mais en attendant, pour résoudre une problématique
tout de suite, le gouvernement a pris en place une disposition qui dit qu'à partir de telle date, que tous les postes de directeurs généraux occupés par du personnel expatrié doivent être transformés en personnel local. Et je vous assure, ça a été fait. L'avantage, c'est quoi? Ça permet local, à des Guinéens... Ah, c'est du contenu local. C'est même plus du contenu local, c'est de la préférence nationale. Donc, aujourd'hui, vous entrez dans le secteur bancaire, tous les postes de directeurs généraux sont occupés par nos compatriotes. L'avantage de cette mesure, c'est quoi? Ça permet à nos compatriotes qui n'avaient pas accès à ce genre de poste d'être exposés à ce genre de poste, d'avoir des rémunérations plus importantes, d'améliorer leur pouvoir d'achat et de contribuer au développement de notre pays. Alors, la question que je me posais... Attendez, je vais réagir à ça. Vous parlez politique, tout l'espace-temps, et tout il dit des choses, il faudrait que je réagisse. Réagissez rapidement, on est pris par le temps, malheureusement. Moi, je pense que c'est très clair. Le contenu local permet de résoudre... On va laisser réagir, M. Barry. Tout de suite et maintenant. La guinéanisation des cadres dans les banques, la guinéanisation des cadres qui est un peu le pendant de ce qui a été entrepris en Côte d'Ivoire depuis les années 80, l'ivoirisation des cadres, c'est-à-dire le pays opère là ce qu'on appelle ici un processus de rattrapage. Le rattrapage, ce n'est pas une innovation en soi, c'est une bonne décision par ailleurs. Et il y a de très bons cadres guinéens dans les systèmes bancaires qui peuvent assumer forcément ce poste. Manguefo Touré, par le passé, a montré qu'il avait des compétences assez réelles pour occuper un poste de directoire au sein de la BCGI. BCGI, version Société Générale, Crédit Lyonnais en Guinée. Donc je pense que ce précédent donne, c'est-à-dire montre l'étendue du vivier national dans ce cadre précis. On ne peut pas annexer ça à une décision de contenu local de très grande envergure. Ce dont on parle, c'est la loi et l'inanité de la loi devant certaines situations qui sont des situations concrètes. Devant certaines situations concrètes. Quand on parle de l'inadéquation de la formation par rapport à l'emploi, ce n'est pas quelque chose que moi je décrète ici ou là, c'est quelque chose qui transmet de toutes les réglementations, de tous les rapports publics. De tous les rapports publics, ça transmet des rapports publics. Donc, ce n'est pas autour d'un tour polémique qu'on va rejeter ça d'un revers de la main. Et je ne plaide pas pour ce qu'on appelle l'immobilisme. Je plaide plutôt pour l'action parce que j'essaie de substituer à cela des dispositifs qui permettraient de répondre à ça, non pas à long terme, mais à court terme. Parce que le bassin d'emploi de Simandou, c'est pour demain. C'est pour demain et les métiers dont on a besoin, il faut bien comprendre, il y a deux niveaux de métiers. Il y a ce qu'on appelle ici la main-d'œuvre non qualifiée et la main-d'œuvre qualifiée. Pour ce qu'on appelle la main-d'œuvre non qualifiée, il faut voir des métiers de basse intensité, comme des métiers de soudeur, des métiers d'électricien, des métiers de plombier. Voilà des métiers qui vont beaucoup recruter dans le cadre de la construction de toutes ces infrastructures qui vont venir. Il ne faudrait pas que ces métiers de plombier, on a ce qu'on appelle ici une main-d'œuvre abondante, de jeunes qui préfèrent prendre la mer pour aller ailleurs. Donc il faut les former, il faut les choisir des métiers à ce moment pour qu'ils puissent acquérir ce savoir-faire parce que demain ils seront insérés dans le circuit économique. Et c'est cela, c'est ce volontarisme-là dont j'appelle de vœu. Et donc, c'est pourquoi la loi sur le contenu local n'est pas tout. N'est pas tout, il faut l'associer à une politique nationale de formation et de l'emploi et de professionnalisation qui se met en place et qui peut finalement répondre à cette problématique. Ça, c'est le premier élément. Le second élément que je veux mettre dans le débat, il a soulevé au tout début de l'émission une proposition qui me semble être une proposition frappée du coin du bon sens. Quand il dit, par exemple, il faut une troisième génération c'est-à-dire de lois sur le contenu local en disant, par exemple, qu'il faudrait permettre à ce qu'on appelle les sociétés locales puissent intégrer ce qu'on appelle ici les sociétés mères qui investissent dans notre pays. Il faut ouvrir cet actionnaire, mais cet actionnaire-là, on a besoin d'une stratégie nationale. Il faudrait créer un cadre juridique aussi pour cela. D'accord ? Ce cadre juridique, par exemple, en Chine, quand ils ont voulu développer ce qu'on appelle attirer l'investisseur direct étranger dans leur pays, ils ont mis en place des zones économiques spéciales. Ces zones économiques spéciales, la réglementation sélective qui a été mise à l'œuvre à l'époque, c'était de dire que tout investisseur étranger qui vient s'implanter dans cette zone économique spéciale doit avoir, c'est la loi qui le disait, doit avoir spécifiquement ce qu'on appelle ici un associé chinois. Un associé chinois selon la ligne de partage 49-51. 49, cela a participé à ce qu'on appelle de l'indigénisation. L'indigénisation, c'est-à-dire la localisation. La localisation ici de la technologie, c'est pourquoi ces pays sont devenus des pays qui n'ont pas des matières premières extraordinaires. C'était des pays qui ont une main-d'œuvre abondante, ils l'ont qualifié, et c'est devenu ce qu'on appelle le facteur, attracteur quelque part, disons,
c'est-à-dire des investisseurs directs étrangers, c'est devenu ce qu'on appelle les pays ateliers du monde. Aujourd'hui, c'est des pays exportateurs qui sont devenus ce qu'on appelle ici. Donc, la loi sur le contenu local, comme je le disais, c'est une loi de développement économique. Ça ne peut pas se concevoir dans un cadre isolé. Ça doit être couplé à des politiques nationales réactives, notamment en matière de formation, pour en tirer ce qu'on appelle ici le bénéfice le plus important. C'est pourquoi l'un des enjeux du contenu local, on en cite 4, c'est lutter contre les vulnérabilités, relocaliser la ressource, renforcer les capacités, mais aussi la formation.